on y est, ça y est, l'été approche, on sait très bien que certains d'entre vous vont partir, beaucoup d'entre vous vont certainement partir à l'étranger, et ça tombe bien parce que les 3 histoires de ce soir se déroulent dans des pays bien lointains. Bon, on sait, pas besoin de nous le dire, vous avez chaud, on a chaud aussi, il fait une chaleur pas possible dans le studio et dehors, mais ça ne va pas nous arrêter parce que ces 3 histoires, on vous l'avoue, ne sont pas les plus violentes, ne sont pas les plus flippantes dans un sens, mais par contre la 3e est vraiment super originale et les 2 autres ne sont pas en reste, mais vous allez le voir, ça va pas forcément crescendo et la première est déjà très bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire comment vous auriez réagi dans leur situation, ça nous intéresse vraiment, donc pour ça, n'hésitez pas à écrire en commentaire, nous on va tout lire et bien entendu, comme d'habitude, on répond à tout le monde. Même aux commentaires les plus énigmatiques, les plus bizarres, les plus difficiles à déchiffrer, on n'oublie personne. On essaie vraiment de faire au mieux et franchement c'est un réel plaisir. Et d'ailleurs on vous l'a pas dit depuis quelques vidéos, mais merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps d'écrire un commentaire. C'est vraiment ultra cool, franchement ça nous aide énormément, vous n'avez pas idée. On reçoit aussi énormément de messages sur les réseaux sociaux qui au passage s'affichent juste là à l'écran. À chaque fois ça nous encourage à fond, ça nous motive à bloc et on espère vraiment qu'on vous le rendra. En tout cas dimanche, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont adorer la vidéo. Enfin bref, on va pas être trop long, on va vous laisser vous plonger dans ces 3 histoires bien mystérieuses. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur ce petit bouton rouge, c'est gratuit et c'est super cool. Et en attendant aussi, on est parti pour la première histoire. Bon, j'espère que vous êtes vraiment chaud, on est parti pour la première histoire, et même si c'est seulement la première, vous verrez, elle est déjà bien frissonnante. Et ce récit, c'est celui de Martine. Martine a une vie plutôt paisible, elle habite en Corée du Sud avec son mari et avec sa fille. Elle habite dans un espèce de complexe d'appartements à Séoul, la vie est assez dense mais franchement rien à signaler, tout se passe super bien, elle vit vraiment sa meilleure vie, assez paisible. Étant donné qu'elle est mère au foyer, elle passe énormément de temps avec sa fille qui est en bas âge et qui donc est très souvent à la maison. Et son mari, quant à lui, travaille toute la journée et ne rentre que le soir. Bref, un beau jour complètement banal, Martine décide qu'il est temps d'aller faire des courses parce qu'il reste plus rien à manger et du coup elle sort avec sa fille, tout se passe super bien, elles sont sur le retour, elle rentre dans l'appartement et appelle directement l'ascenseur. Au bout de quelques instants, celui-ci arrive et Martine et sa fille montent dedans. Sauf qu'il y a déjà un individu qui est un petit peu bizarre, il est habillé tout en jaune avec une casquette jaune et il regarde vers le bas, c'est vraiment impossible de voir son visage. Bon, elle n'est pas plus choquée que ça, en soi elle n'a que quelques secondes à passer en sa présence, mais là, en s'engouffrant dans l'ascenseur, elle se rend compte qu'il n'a appuyé sur aucun bouton et ça c'est vraiment très chelou. L'ambiance change soudainement, Martine dit à sa fille de se coller à elle très discrètement et elle n'espère qu'une seule chose, c'est que l'individu ne tente rien de grave. Mais malheureusement pour elle, elle remarque un détail qui va lui faire froid dans le dos, c'est tout simplement que l'homme tient un papier journal derrière lequel il est en train de cacher un objet et vraiment ça crève les yeux. À ce moment-là, Martine panique vraiment, elle se dit qu'elle n'avait rien imaginé et que l'homme est bel et bien un individu bizarre qui n'est pas du tout là au hasard. Et la première stratégie qui lui passe par la tête est somme toute plutôt classique mais efficace. Elle sort tout simplement son téléphone de sa poche, fait semblant d'être au téléphone avec son mari en lui disant qu'elle était simplement dans l'ascenseur, qu'elle allait arriver dans quelques instants et qu'il fallait absolument lui ouvrir la porte. Priant pour que son bluff marche, Martine attend patiemment que l'ascenseur arrive à son étage tout en serrant très fort sa fille contre elle. Et après une attente interminable, les portes s'ouvrent enfin sur son palier, elle s'empresse de pousser sa fille dehors et lui demande de la suivre au plus vite. Tout en marchant d'un pas précipité dans le couloir pour arriver jusque sa porte, elle sent la présence et entend distinctement les pas de l'homme derrière elle la suivre très lentement. Et arrivée devant sa porte, elle se met à tambouriner tout en disant à son mari, qui bien entendu n'était pas du tout dans l'appartement, d'ouvrir au plus vite, tout ça pour dissuader l'individu de tenter quoi que ce soit. Et heureusement ça va complètement marcher, parce que l'homme en voyant ça commence à devenir un petit peu hésitant et finalement fait demi-tour et s'en va. Sauf que là, grand ouf que vous êtes, si vous vous dites derrière votre écran que tout est bien, qui finit bien dans le meilleur des mondes, ce n'est pas du tout le cas et ça pour une raison très précise. Rappelez-vous, Martine est coréenne et habite en Corée du Sud et là-bas les appartements ont quelque chose de plutôt particulier. C'est la petite minute culture sur la chaîne Kratos et Joe, mais pour ceux qui ne savent pas, en fait la plupart des appartements en Corée n'ont pas de serrure et ils ont à la place tout simplement une espèce de code qui se trouve à côté de la porte sur lequel il faut composer le bon numéro pour que la porte se déverrouille et en plus à chaque fois qu'on appuie dessus ça fait un petit bruit caractéristique. Et bien entendu, vous l'avez compris, lorsque l'homme a commencé à tourner les talons, Martine commence à composer le code au plus vite et l'homme entend ce bruit. Il en déduit donc directement qu'il n'y avait absolument personne chez elle et qu'elle avait compris qu'il était là pour elle. Et c'est donc à ce moment que l'individu tout en jaune se met à sprinter vers Martine et sa fille.
Fort heureusement, cette dernière arrive à ouvrir la porte au plus vite, elle pousse directement sa fille à l'intérieur, puis s'engouffre à son tour avant de faire volte-face et essayer de fermer la porte au plus vite. Et enfin, elle y arrive in extremis, regarde à travers le Judas et se rend compte que l'homme n'était qu'à quelques centimètres de la porte. Complètement énigmatique, il reste planté devant cette dernière quelques instants avant de tourner les talons, se diriger vers l'ascenseur et de ne plus jamais revenir dans cet appartement. Bref, à ce moment-là, Martine inspire et expire très longuement, elle est sûre que tout ça est derrière elle. Et effectivement, c'est le cas, sa routine a repris depuis, tout se passe super bien, il n'y a vraiment rien à signaler, et d'ailleurs la Corée du Sud est un pays qui est plutôt sûr en règle générale. Et quelques mois plus tard, quasiment après avoir oublié cette histoire, Martine est tranquillement posée devant la télé en train de regarder les news. Et là, ce qu'elle voit, c'est qu'un tueur en série extrêmement recherché par la police vient d'être arrêté. Ce tueur s'appelle Yo Young-chul et comment est-ce que Martine a pu le reconnaître? C'est tout simplement grâce à son kawaii et sa casquette jaune que Martine a directement reconnu. Aujourd'hui encore, même si cette histoire date de nombreuses années, Martine reste complètement traumatisée. Et elle se dira toujours que si ce fameux jour elle n'avait pas eu les bons réflexes, elle et sa fille auraient probablement pu y passer. On est parti pour cette deuxième histoire et vous verrez, elle est assez originale et très perturbante. Petit contexte et vous allez voir, c'est très original en fait car il emménage en Australie à ce moment-là. Et le lieu dans lequel il emménage c'est très particulier car il s'agit en fait d'un village qui est à peine construit. En gros ça veut dire que c'est un nouveau village où plein de maisons sont en construction et en fait la sienne est l'une des premières à l'être. Tout ça combiné ça fait que Carl est quasiment tout seul. Enfin, il est pas tout seul, en fait il est aussi avec son chien qui est un labrador et il nous dit c'est clairement son meilleur ami. Les premières semaines se passent très bien, Carl c'est un solitaire, il a donc l'habitude de ça et le petit rituel qui s'est instauré c'est de tous les jours aller se balader dans tout le domaine avec son chien. Vous l'aurez compris, il ne croise jamais personne, c'est vraiment une ambiance très particulière. Parmi toutes les maisons qui sont en construction, il y en a une qui est plus ou moins finie, enfin elle l'est presque, c'est celle qui est juste en face de chez lui. Mais bon, même si elle est sur le point d'être achevée, Carl il se rend compte qu'il n'y a personne. Les propriétaires n'ont pas encore emménagé. Petit contexte, encore une fois, vous l'aurez compris, en face de chez lui il y a une maison et à gauche de chez lui il n'y a en fait rien du tout. Il y a une grande plaine avec une grande colline et pour une raison assez mystique, le conseil qui construit donc ce village ne voulait pas qu'il y ait de construction à cet endroit-là. Enfin bref, revenons-en à la vie paisible de Carl qui n'arrête pas de se balader, il flâne de construction en construction. Vous imaginez vous promener dans un grand domaine comme ça, avec plein de chantiers qui sont en construction et en fait il n'y a jamais personne, c'est vraiment très étrange. Mais vous allez voir, son quotidien va très vite être perturbé. Il est 7 h du mat, on est dimanche, Carl il se réveille d'une bonne nuit lorsque tout d'un coup il est réveillé par un son étrange. Ce son, il le reconnaît dès les premières notes, c'est le son d'un violon. La première chose qu'il se dit c'est enfin ça y est, les propriétaires de la maison d'en face sont arrivés, il va pouvoir discuter avec quelqu'un. Il se précipite donc, il regarde à travers les rideaux, mais là en regardant la maison d'en face, il voit qu'il n'y a personne. Il le comprend assez vite en fait, il n'y a pas de voiture, tous les rideaux sont encore fermés, rien n'a l'air d'avoir bougé. Mais donc ça l'intrigue de ne rien voir, Carl il n'a pas envie de rester là sans réponse, il prend donc ses vêtements pour s'habiller et au moment où il fait ça, le violon s'arrête. Le truc, c'est que ce n'est pas un événement isolé, ça va arriver très souvent. En fait, il nous dit que quasiment un jour sur deux, il va être réveillé par le son de ce violon et que 30 secondes après, à chaque fois ça s'arrête. Bon, les choses ne peuvent pas continuer comme ça, Carl en tant que bon enquêteur décide enfin de savoir ce qui se passe et un matin il se réveille plus tôt que d'habitude, histoire d'être prêt et de savoir qui joue du violon. Son petit stratagème marche parce que dès qu'il entend les premières notes, il se jette sur la fenêtre, regarde partout et c'est là qu'il voit un homme. En fait, cet homme ne se trouve pas dans la maison d'en face, mais il se trouve plutôt à gauche de sa maison, comme on vous l'a dit, on vous le rappelle, là où il y a une genre de grande plaine. L'individu est assez loin, Carl n'arrive pas très bien à le distinguer, tout ce qu'il voit c'est qu'il est en train de faire des cercles et qu'il joue au violon presque comme s'il était en train de danser. Vous l'imaginez bien, Carl n'a vu personne depuis des semaines et là la première rencontre qu'il fait c'est quelqu'un de très étrange qui joue du violon, il est bouche bée, il ne comprend pas ce qui se passe. À un moment pendant 2-3 secondes, Carl lâche la personne du regard et quand il le regarde à nouveau, il n'est plus en train de jouer du violon. Cette fois l'individu le fixe, il est planté là, ne bouge plus et regarde en direction de sa maison. Cette scène dure à peu près 30 secondes jusqu'au moment où Carl, trop flippé, retourne à l'intérieur et décide d'arrêter de regarder dehors. Le problème c'est que les choses ne s'arrêtent pas là. Pendant les jours qui suivent, Carl va remarquer des choses très étranges. À chaque fois qu'il se promène, il a l'impression de trouver des nouvelles traces de pas, comme si quelqu'un s'était baladé autour de sa maison, pourtant il en est sûr, personne n'est venu.
il n'entend plus du tout le bruit du violon le matin, par contre il a l'impression d'entendre des choses. Des fois lorsqu'il regarde la télé, il a l'impression d'entendre le son mais bien plus faible du violon au loin, mais il n'en est pas sûr, il n'arrive pas à en être certain. Mais un soir les choses s'empirent. Alors qu'il est en train de regarder la télé tranquillement, il entend le bruit du violon, cette fois c'est en face de chez lui, il en est sûr. Il se précipite donc à la fenêtre pour regarder, et cette fois il remarque qu'il y a de la lumière dans la maison d'en face. Sauf que la source lumineuse ne semble pas provenir d'une lampe, mais plutôt d'une bougie qui scintille. La musique est tellement constante que cette fois, il a l'impression que ce n'est même pas quelqu'un qui joue réellement du violon, mais que c'est plutôt un tourne-disque ou alors un haut-parleur qui fait jouer cette musique. À ce moment-là, il est 1 h du mat, encore une fois, il n'y a personne dans le village, Mark est terrorisé. Ne sachant pas du tout quoi faire, il décide de reculer pas à pas, histoire de s'éloigner de cette situation flippante. Mais vous allez voir, ce n'est rien par rapport à ce qu'il va se passer ensuite. Histoire de se détendre un petit peu, Carl décide de retourner dans sa chambre et de jouer un peu aux jeux vidéo. Pour ça, il éteint toutes les lumières, histoire de bien être dans l'ambiance, il allume sa console et sa télé, et il geek un petit peu. Au bout d'un moment, voulant prendre une petite pause, il décide de descendre dans sa cuisine, histoire de prendre une petite bière, et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a aucune lumière chez lui. Il se dirige donc vers le réfrigérateur, il l'ouvre, sauf que là, du coin de l'œil, il y a quelque chose qui l'interpelle. À travers la fenêtre, il a l'impression de voir 2 petits points lumineux. Carl ne comprend pas du tout de quoi il s'agit, il regarde donc de manière un petit peu plus insistante, et là ce qu'il va comprendre va le terrifier. En regardant de plus près, il remarque en fait qu'il y a un nez qui est écrasé contre la vitre, et donc vous l'aurez compris que les 2 lumières ne sont pas des lumières, mais bien le reflet d'un individu qui le regarde. Carl est tétanisé, il regarde la personne dans les yeux, et la scène va durer pendant quelques secondes. Pendant tout ce temps, l'individu ne cligne pas une seule fois des yeux, il continue à le fixer. Carl sent son cœur battre de plus en plus vite, il ne sait pas quoi faire, il n'arrive pas à bouger, il n'arrive pas à crier. Lorsque tout d'un coup, et il ne comprend pas pourquoi, mais tous ses muscles flanchent et il tombe par terre. Il vient en fait de tomber sous la panique, et alors qu'il est maintenant face contre terre et qu'il n'arrive pas à bouger, il entend quelqu'un en train de chanter. Il comprend que le son vient de la fenêtre et donc que c'est l'individu qui lui-même est en train de chanter une mélodie. Alors que Carl ne sait pas du tout comment va évoluer cette situation, il entend un deuxième bruit, sauf que celui-là est plus familier. Il s'agit de son labrador qui d'un coup a entendu l'individu et se met à aboyer. Alors que le son de son chien devient de plus en plus fort, il remarque que celui de l'individu est de moins en moins fort et donc qu'il est sans doute en train de s'éloigner de la maison. Mais son chien à Carl, lui, ne s'arrête pas, il sort par la porte d'entrée et c'est là qu'il va reprendre ses forces parce qu'il a qu'une seule crainte, c'est que quelque chose arrive à son chien. Il se lève, se met donc à sprinter vers la porte, arrive à rattraper son chien par le col et le ramène à la maison. Mais pour faire ça, ça va être une tâche très difficile. Le chien est surexcité, il est en train d'aboyer, il est en train de se débattre pour sortir et poursuivre l'homme. Mais Carl essaye de le retenir tant bien que mal de toutes ses forces. Et au bout d'un moment, Carl et son chien entendent quelque chose, c'est quelqu'un qui est en train de s'éloigner encore plus. Ils comprennent donc que l'individu s'était sans doute caché en entendant les aboiements et qu'en comprenant que Carl était en train de retenir son chien, il en a profité pour s'éloigner en courant. Une fois que cela est fait, c'est là que le chien de Carl se calme enfin. Les deux rentrent à la maison, ferment la porte et toutes les autres portes à clé et restent là éveillés toute la nuit en attendant quelque chose, ils ne savent même pas quoi. Après ça, plus rien ne se passera. Ils ne vont plus jamais recroiser les traces de cet individu. Le lendemain, Carl va tout de même appeler la police, mais il ne va pas avoir grand chose à leur raconter en fait. Il va tout simplement leur donner son témoignage, les policiers vont effectivement constater les traces de pas qui sont autour de la maison, mais ils ne vont rien remarquer d'autre. Ils vont aussi dire que personne d'autre n'avait fait de témoignage comme celui-ci. Pendant les mois qui suivent, les voisins vont enfin emménager dans les maisons, Carl se sentira moins seul, mais il va bien entendu raconter cette histoire à pas mal de personnes, histoire qui nous dit être maintenant très connue par quasiment tout son voisinage. La troisième et dernière histoire, comme on vous l'avait promis, est super originale, c'est celle de Jordan qui se passe en 2008 et encore une fois en Australie. Si de nos jours, une partie d'entre vous est actuellement en train de regarder cette vidéo sur votre smartphone, sachez qu'en 2008, et oui, ça n'existait pas, je ne vous apprends rien du tout. Mais s'il y avait bien un objet technologique que tous les jeunes voulaient s'arracher, c'était bel et bien la télé dans sa chambre. Et ce fameux jour en 2008, Jordan s'en souviendra toute sa vie parce que c'est le jour où son père a enfin acheté la télévision par câble. Mais malheureusement, petit problème, il y avait bel et bien 2 télévisions, une dans le salon et l'autre dans la chambre de Jordan, sauf que cette dernière n'était pas du tout raccordée au câble. Et du coup pour Jordan, du haut de ses 19 ans, c'est vraiment la giga douche froide, adieu tous ses plans de passer la soirée à regarder la télévision et les seules chaînes qu'il y avait à l'époque.
Mais bon, papa et maman Jordan ne peuvent pas résister en voyant la tristesse infinie dans les yeux de leur fils et du coup ils décident de remédier à ça. Étant donné que ça coûte beaucoup trop cher d'acheter un deuxième boîtier, son père décide d'acheter un espèce d'émetteur-récepteur, donc un qui se branche à la télé du salon sur le câble et le deuxième qu'on peut directement brancher à la télé de Jordan. Et lorsque le matériel arrive enfin, Jordan est complètement refait, ses parents ne sont pas là mais c'est pas grave, il va se débrouiller et du coup il commence à bidouiller, à toucher les fils pour recevoir la transmission sur sa télé dans sa chambre. Et après des heures de galère, il y arrive enfin, ça y est, une image apparaît sur son écran. Et Jordan, pas peu fier de lui-même, fixe l'écran et ne comprend pas trop, il est un petit peu bouche bée parce que sur ce dernier s'affiche un lit. Il n'a absolument aucune idée de quelle chaîne il vient de mettre, mais c'est quand même très chelou, le lit ne bouge pas du tout et là il va simplement vérifier sur la télévision du salon. Et c'est à partir de ce moment qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas. Pendant toutes ces heures, Jordan avait simplement oublié d'allumer la télévision, c'est pour ça qu'il n'avait aucun signal. Il retourne donc dans sa chambre et se pose enfin la bonne question, quel était ce lit et à qui il appartenait ? En le scrutant de plus près, rien à faire, il ne reconnaît pas du tout ce que c'est et du coup il décide simplement d'appeler sa sœur qui était à l'étage et qui à l'époque avait 16 ans pour essayer d'investiguer avec lui. Et au bout de quelques instants passés ensemble à essayer de déchiffrer ce mystère, c'est un giga flop. Aucun des deux ne sait à qui appartient ce lit ni ce qu'il fait afficher sur l'écran de Jordan. Bref, quelques heures passent, Jordan essaye vraiment de se creuser la tête, essaie de percer le mystère, ça l'amuse presque et enfin ses parents rentrent à la maison. Ce dernier décide donc de leur partager son énigme et là toute la famille est réunie et essaye de figurer à qui appartient ce lit. Et au bout d'un moment, leurs efforts vont être récompensés. Tout simplement, et le père de Jordan va le reconnaître directement, le voisin va rentrer dans la pièce et va s'asseoir sur le lit. Et là, papa Jordan revêt sa casquette de Sherlock Holmes et résout directement toute l'enquête. Cette histoire est en fait très simple. Les voisins, donc le mari ou la femme, avaient en fait installé une caméra dans la chambre à coucher parce qu'il avait des doutes sur la fidélité de son ou sa moitié. Et donc l'un n'attendrait que de prendre l'autre sur le fait. Et à ce moment-là, la famille de Jordan se met à rire un petit peu, il se dit que la situation est quand même plutôt cocasse, que c'est quand même très bizarre, et que s'il recevait le signal, c'était simplement qu'il devait avoir des interférences entre les pistes, et que c'était un total hasard. Les parents de Jordan essayent de l'effrayer, ils lui disent que peut-être qu'en pleine nuit, il va se réveiller avec un clown déguisé en plein sur son écran avec un couteau en train de fixer la caméra. Mais malheureusement pour cette fois, la réalité va être plus sombre que la fiction. Bref, une fois la blague passée, quelques jours s'écoulent, ni Jordan ni sa famille font vraiment attention à cette caméra qui s'affiche sur son écran. Sauf qu'à un moment, et par pur hasard, Jordan voit un homme rentrer dans la pièce. Cet homme qu'il voit à travers son écran, il le reconnaît directement, c'est un ouvrier. Et en fait, il se rappelle que ses voisins avaient entrepris des gros travaux de leur maison et qu'en journée, il n'y avait personne mis à part les ouvriers et que eux rentraient le soir. Et Jordan voit directement que cet ouvrier a un comportement plutôt suspect. Jordan est subjugué par ce qu'il voit sur l'écran, l'ouvrier est en train de fouiller les tiroirs, il se met à sortir les sous-vêtements de la femme, se met à les renifler, faire des choses vraiment dégoûtantes. Et alors que Jordan appelle sa mère pour que cette dernière voie l'horreur de ce qui est en train de se passer, il voit que l'ouvrier s'avance vers la caméra et la fixe droit dans ses yeux. Jordan et sa mère sont complètement transis de peur, ils sont quasiment certains que l'ouvrier sait qu'il est espionné. Et ils comprennent en fait directement que c'est lui qui avait installé une caméra pour surveiller le couple, pour faire du voyeurisme, bref, toutes sortes de choses dégueulasses. Et ne sachant que faire, ils vont attendre que le père de Jordan rentre à la maison, lui parler de cette histoire et c'est ce dernier en personne qui va aller avertir les voisins. En arrivant dans la maison de ces derniers, évidemment il n'y a plus aucun ouvrier car on est le soir. Et sous le regard ébahi de ses voisins, il monte jusque l'étage, il rentre dans la chambre et dévisse la caméra qui était fixée au mur. Et il se rend en fait compte que cette caméra était bien cachée dans un dispositif qui était censé surveiller la consommation d'eau car en Australie à cette époque et par période il y avait énormément de restrictions d'eau. Ses voisins bien entendu sont complètement horrifiés par toute cette histoire et ils vont très vite appeler la police. Cette dernière va venir sur les lieux, ils vont mener leur enquête et là plus aucune nouvelle pendant quelques semaines. Après tout ce temps, c'est la mère de Jordan qui revient vers la voisine et lui demande ce qu'il s'était passé au final. Et ce que cette dernière leur dit, leur glace le sang à tous. La police a bel et bien retrouvé l'individu et en fait cet ouvrier avait profité de leur absence pour installer cette caméra et effectivement comme on le pensait pour s'adonner à du voyeurisme. Mais ce qui est encore plus glauque, c'est qu'il ne s'était pas du tout arrêté à là, car chaque soir sans exception, il revenait dans la rue dans une voiture aux vitres teintées très foncées pour les espionner sur son ordinateur en direct juste à côté de leur maison. Évidemment, il a été arrêté et on n'a pas plus de nouvelles, pas plus de détails. On ne sait pas quelle peine il a pris ni s'il y avait d'autres victimes de cet effroyable individu.
Mais en entendant le dénouement de cette affaire, il y a un détail qui va marquer Jordan. C'est qu'il voit très bien quelle était cette voiture noire qui était à proximité de leur maison et de celle des voisins, car pendant toute cette période d'espionnage, ça lui arrivait très souvent de rentrer assez tard chez lui après qu'il ait passé la soirée avec sa copine, et à chaque fois qu'il rentrait sur le chemin, il croisait une fameuse voiture noire avec des vitres teintées. Et étant donné qu'on ne voyait pas à l'intérieur et que les vitres avaient un effet miroir, ça lui arrivait très souvent de s'amuser à regarder son reflet, à se recoiffer, sans jamais se douter qu'il y avait un horrible pervers qui aurait pu être potentiellement dangereux à quelques centimètres de son visage. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 3 histoires? Nous personnellement la 3e, on l'a trouvée hyper originale et au final très malsaine. Et même la première au final qui est un petit peu à la frontière entre le thread classique et le true crime, on sait pas ce que vous en avez pensé mais qu'on est tombé là-dessus, qu'on a lu l'histoire et qu'on est parti comme tout le monde sur Google Images aller marquer le nom de tueur en série, on était vraiment super étonnés, c'est bizarre de voir des images réelles sur des threads qu'on raconte d'habitude chaque semaine. Et d'ailleurs, on vous le rappelle, s'il vous est déjà arrivé quelque chose, une histoire horrifique ou qui vous a marqué, n'hésitez pas à nous contacter pour nous la partager. Et peut-être que vous passerez dans un épisode spécial abonné, il y en a déjà eu pas mal. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran, notamment sur Instagram, vous pouvez nous la raconter. Et également sur Discord, il y a un channel qui est dédié, donc c'est super facile. J'ai un peu hésité, mais tu vas regarder. Vas-y, je regarde. De refaire, mais d'accord. Ouais. Keep. En tout cas, comme d'habitude, c'était un plaisir pour nous de raconter ces histoires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous parler en direct. C'était Joe et Kratos, on vous avoue que du love parce que vous nous la rendrez très bien. Et d'ailleurs, merci encore à tous, cette communauté est absolument magnifique. On est vraiment super contents, j'en fais beaucoup trop. Mais c'est pas grave, on est fatigué, c'était un réel plaisir. C'était Joe et Kratos, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Vous êtes des oufs. Vous êtes des grands oufs et c'est une fin de tournage. Yeah. Avant que la caméra se coupe, est-ce qu'elle va se couper naturellement? On attend 5 secondes. 5, 4, Ça devient long, 2, 1. La caméra aussi. Applaudissez-la en commentaire, elle s'appelle Gumix GH5 Gumishka. Oh putain, j'ai une musique en tête, ça me perturbe. C'est un opening de manga, de Fate Zero, ce opening 2. Et non, je le ferai pas. De toute façon, ils auront jamais la ref. Et je sais que tu vas la mettre à la fin. Donc autant autant rajouter quelque chose de plus drôle. Je vais vous faire une petite blague. Non, je rigole, vous n'en aurez pas. Attendez à la prochaine vidéo. La prochaine, je vous jure, on vous en fait une. Ne pas oublier Joe, c'est toi qui dois faire la blague. Je vous jure que c'est Joe qui va faire cette blague. Et moi, je ne le rappellerai pas. Hein. Du coup, là, c'est la promesse de Joe. Joe, tu t'engages. Au prochain thread. Joe s'est engagé. Tant. Il est 46. 46. Je te laisse. C'est la longue? Ouais. Je te laisse jusqu'à 9. Ok. À 9, tu mets une baffe. Vraiment. Tu mets une baffe. L'intensité, tu as choisi. Tu mets une baffe. En commentaire, nous, on va tout lire. Et bien entendu, comme d'habitude. C'était bizarre ce moment-là.